Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans Café autour de la Calebasse, l'émission qui met en lumière l'approche Calebasse de solidarité. Café autour de la Calebasse a pour objectif de partager les initiatives et expériences liées à la Calebasse de solidarité afin de sensibiliser le grand public. Le thème d'aujourd'hui, mémoire d'un pionnier du programme Soudure Endettement. Nous allons parler de la résilience, ce mot que l'on entend souvent, mais que l'on vit surtout en silence dans de nombreuses localités, dans les foyers et plus particulièrement pendant les saisons difficiles. Et si cette résilience avait un visage, une forme, une âme, pour le programme de lutte contre la soudure et l'endettement, ce visage est la calebasse de solidarité, un outil simple mais puissant qui a permis à des familles de lutter, de survivre et surtout de transmettre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission un ancien qui a cheminé pendant près d'une vingtaine d'années dans ce programme, un homme du Sérail engagé pour le développement de sa localité et l'autonomisation des familles, M. Samba Mbaye, membre fondateur de l'UGPM, Union des groupements paysans de Mékhé, dans le département de Tivaouane, région de Thiès. Il a également été secrétaire exécutif du RENOLSU, Réseau national de lutte contre la soudure et l'endettement. Il est aujourd'hui formateur. Dans cette émission, M. Mbaye revient sur son expérience au sein du programme Soudure Endettement. Comment ce programme a-t-il été mis en œuvre dans sa localité? Quelles leçons peut-on en tirer aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. M. Mbaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Nogueï. Donc c'est pour moi un plaisir quand même de répondre à votre invitation qui me permet d'échanger autour d'un sujet important pour moi qui porte sur le programme Soudure et Endettement déroulé au Sénégal avec l'appui de Action de Carême Suisse. Merci beaucoup, M. Mbaye. Alors, j'ai essayé de retracer votre parcours, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse d'abord le soin de nous en dire plus. Pour moi, je suis Samba Mbaye, un animateur paysan de Mékhé. Je suis du village de Risso, dont le groupement est promoteur de la mise en place de l'Union des groupements paysans de Mékhé. Alors, j'ai enseigné dans ma vie jusqu'en 1993, parce qu'à partir de 1985, notre organisation de base a adhéré à la FONGS, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, Action paysanne, et qui nous a donné beaucoup de responsabilités, qui m'ont obligé de revenir au village et de prendre des responsabilités au sein de mon organisation de base. C'était pas évident, c'était des défis qu'il fallait se lancer et les assumer. Alors ça a fait que quand je suis arrivé à l'UGPM, avec mon carnet d'adresse, j'étais parti de plusieurs réseaux de développement local en général, mais également de recherche-développement. Et ça a fait que, au lieu de chercher un parapluie politique, j'ai plutôt accompagné l'organisation à mettre en place des commissions techniques. Et j'ai profité de ça pour diriger la commission développement durable de l'UGPM à partir de 1993. Aujourd'hui, je suis, avec tout le temps qui a été mis, avec le déroulement de plusieurs programmes et projets, on nous appelle des formateurs paysans ou des paysans formateurs. Et maintenant, à partir de 2003, comme je l'ai dit, à travers mon képi de conseil stratégique en développement durable à l'UGPM, le programme sur l'endettement est arrivé et j'ai été responsabilisé pour accompagner toutes les équipes de terrain dans la réflexion et dans la mise en œuvre des activités et dans leur monitoring. Merci beaucoup, M. Mbaye, pour ce beau parcours. Maintenant, pouvez-vous nous faire d'abord la genèse du partenariat entre l'UGPM et Action de Carême? Alors, le partenariat UGPM Action de Carême, nous pouvons dire que ça a démarré en 2003. Et avant cela, on a connu les premiers animateurs du programme Action de Carême au Sénégal à partir de 1998 lors d'un atelier itinérant qu'on avait appelé la démarche Jobas. Démarche Jobas, qui était un programme de formation et de recherche, mais qui s'intéressait à faire un parcours long dans différents villages, dans différents sites, et poser les bonnes questions aux agriculteurs, agricultrices sur leur vécu quotidien et voir où est-ce qu'on pouvait trouver les réponses. Parce que l'atelier tournant ne pouvait pas donner toutes les réponses. C'est de là qu'on a connu des éléments qui, plus tard, ont coordonné le programme Soudure et Endettement. Alors, quand ils arrivaient à l'UGPM, ils ont trouvé que nous, on était déjà une organisation qui travaillait déjà sur quels sont les filets de solidarité à mettre en place pour que les plus démunis
les vulnérables qui étaient dans des situations de précarité pouvaient s'en sortir. Parce que notre vocation c'est, nous sommes de Mékhé. Mékhé c'est dans le centre nord du bassin arachidier sénégalais, qui à partir des années 70 a connu déjà des difficultés liées à la dégradation de l'environnement. Avec ce que nous avons appelé l'agriculture minière de l'arachide, on a mis beaucoup d'engrais, on a vraiment dégradé, détérioré les sols. Il fallait donc, dans les visions de l'UGPM, restaurer tout cet environnement pour prendre en charge les besoins des exploitations familiales en termes d'alimentation, de nourriture, etc. et de rentrée des revenus familiaux. C'est dans cet ordre-là que nous avons développé différents programmes au niveau de l'UGPM, dont un programme comment faire pour que les gens se rendent compte des difficultés qu'ils vivent. Et nous avons produit un document avec ISRA BAM, c'est l'ISRA qui s'occupe de recherche agricole, BAM parce que c'est le bureau d'analyse macroéconomique avec lequel nous avons beaucoup travaillé au sein de notre organisation pour nous rendre compte, pour faire parler les paysans. Qu'est-ce qu'ils entendaient par soudure, comment ils la vivaient, quelles étaient les stratégies qu'ils développaient pour s'en sortir, etc. Ce document étant avec nous, quand le programme suisse est arrivé et que nous avons des relations avec le coordonnateur, quand il a vu le document, il a dit « Attendez, c'est ça que moi je cherche. On peut déjà aller ensemble. » Et il suffit juste maintenant de voir comment nous y prendre. Un deuxième programme était là, qui réfléchissait déjà sur comment faire de l'exploitation familiale rurale la première échelle de planification locale. Parce que beaucoup de besoins se faisaient sentir au niveau des familles. Ces deux programmes, plus le programme de, comme on dit, on l'avait appelé réussir la décentralisation, pour dire comment faire pour institutionnaliser la participation, comment faire pour que nos membres, paysans, agriculteurs, pasteurs, forestiers, prennent part dans la définition des rôles de responsabilité, mais aussi dans la mise en œuvre des stratégies. Autrement dit, comment valoriser l'identité paysanne. C'est dans ce contexte-là que le programme est arrivé chez nous. Là, on est allé ensemble à deux constructions. Parlons de votre vécu dans ce programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes entré dans le programme de lutte contre la soudure et l'endettement? Voilà, comme j'ai dit, moi j'étais déjà responsable du développement durable. Quand le programme est venu, nous avons développé une stratégie de dire on va faire d'abord un diagnostic. Est-ce que la soudure existe chez nous? Donc, premier palier, on fait un diagnostic. On fait diagnostic. Ensuite, à partir du diagnostic, on se rend compte de grandes difficultés et de grandes problématiques qu'il fallait résoudre. Alors là, on a fait ce que nous avons appelé des prospectives, des hypothèses de solutions. On a travaillé dans 3 villages au début. Dans chaque village, on a travaillé avec une dizaine de familles. Ça nous faisait un ensemble de 30 familles. Plus tard, on a approfondi le diagnostic en nous mettant dans 40 villages, etc. pour faire le même exercice. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce que la soudure existe? Sous quelle forme? Quelle cause? Quelles conséquences? Quelle hypothèse de solution? Ces différents exercices que nous avons pilotés nous-mêmes en tant qu'animateurs centraux. C'est là où on a beaucoup travaillé et on s'est rendu compte que, oui, la soudure existe chez nous bien. Ça vient consolider ce que nous avons déjà vu en étude avec ISRA BAM. Et comment ressemblait à l'époque cette soudure que vous vivez au moment où vous étiez actif dans le programme? Non, au début, tu te rends compte que c'est comme les grands problèmes sociaux. Là, c'était un problème économique. Tu es dans le milieu rural. Le rural, il était défini comme quelqu'un qui se suffisait à lui-même, qui ne dépendait pas d'autres pour vivre. Il était chez lui, dans sa communauté, et tout se réglait au niveau de chez lui ou dans sa communauté, ou dans les villages du terroir. Mais tout se réglait à l'interne. Maintenant, qu'est-ce qui expliquait ça? C'est qu'on avait des habitudes alimentaires qui faisaient en sorte qu'on ne consommait que ce qu'on produisait. Et pour la plupart de ce qu'on produisait étaient ceux qui étaient destinés à notre consommation. On avait privilégié l'agriculture vivrière. Maintenant, et on s'est rendu compte dans l'étude et dans le diagnostic, au fur et à mesure qu'on changeait nos habitudes alimentaires, on commençait à dépendre d'un marché qu'on ne maîtrisait pas. Un marché que tu ne maîtrises pas, tu as besoin d'argent pour te fournir en produits de consommation. Et c'est là où on a vraiment senti les difficultés liées à la soudure. Dans cette période, en quel moment on parlait de moment de soudure? Moment de soudure, c'est quand le grenier est fini, alors qu'on n'a pas encore une autre récolte. Il y a une distance, il y a un espace qui est là, pendant laquelle il faut manger. Mais est-ce qu'il faut trouver à manger? Et c'est ça qu'on appelle soudure. Et là, au niveau du GPM, nous, on avait dit, pour que les gens soient conscients de ce qui se passe, essayons d'intégrer la notion de budget familial. De quoi a-t-on besoin pour vivre?
pendant les 12 mois de l'année. Où est-ce qu'on va le trouver? Est-ce que les activités menées au sein de l'exploitation suffisent à prendre en charge, de par le revenu, les besoins familiaux? Sinon, que faire? Si oui, comment épargner et comment faire évoluer l'exploitation? Donc, c'est différentes questions auxquelles le programme était aussi préparé à amener quand même sa dose de participation. Et quel a été le rôle du programme Soudure Endettement et comment la calebasse de solidarité est-elle née dans ce contexte? La calebasse est née plus tard parce que ça a trouvé que l'UGPM aussi s'interrogeait autour du financement rural. Parce que notre premier financement extérieur, nous l'avons reçu en 1993. On avait financé un premier programme agroécologique, on l'appelait comme ça, qui a pris en charge différentes composantes. Maintenant, à partir de 1993, après le financement, on a fait une évaluation qui nous a permis de voir que ce n'est pas possible de dépendre que de l'extérieur. Et là, nous, on disait, attendez, il faudrait qu'on travaille déjà et qu'on ait espoir sur nos deux mains d'abord. Ensuite, on va vers l'extérieur. Donc, quel type de financement de proximité? Bon, il ne faut pas créer la roue alors qu'elle était déjà là. Il y a beaucoup de filets de solidarité autour du financement rural. Exemple, la tontine chez les femmes. Comment on peut l'améliorer? Et là, on a juste travaillé autour de comment améliorer la tontine. Et c'est là où on avait créé la mutuelle de solidarité. Les mutuelles existaient. Le financement rural existait. Depuis l'Indonésie, l'Inde, etc. Déjà, les gens avaient réfléchi. Mais nous, on s'est dit qu'il faut qu'on mette notre touche propre qui amène avec la solidarité. Parce que la famille paysanne est par excellence une famille de vulnérabilité. Il arrive des périodes où, quand il y a la soudure et qu'il y a un événement familial qui nécessite du financement, on ne sait pas où le trouver. Donc il faudrait qu'on prenne les dispositions de mettre à disposition du financement pour les plus démunis. Et là, on a dit, même si on met en place une mutuelle, mettons une dimension de solidarité. Donc, la tontine, c'est des mises, c'est mon argent que je garde, mais la dimension de solidarité, c'est un fonds perdu que je verse quand je mets ma mise. Elle est fixée par le groupe. Et ça sert à venir en aide aux urgences. C'est ça. Et là, donc, comme il y avait cet outil, nous, on a dit, vous dites soudure endettement. Soudure endettement, quand on réfléchit bien, on voit que les causes de la soudure, c'est beaucoup de dépenses liées à des activités de la famille. Certaines activités sont nécessaires, d'autres activités sont souvent organisées de façon vraiment désordonnée. Donc, ça, c'était l'ensemble des activités de cérémonie familiale, etc. Mais aussi, il y a d'autres facteurs, tels que la faiblesse des rendements agricoles, qui étaient liés à différents facteurs, dont la désertification. On est allé jusqu'à ce que les revenus agricoles ne pouvaient plus prendre les poser au niveau des familles. Il fallait chercher d'autres alternatives. Il fallait maintenant, quand il faut lutter contre la soudure, déjà prendre en charge l'ensemble de ces difficultés. Pour chaque difficulté, un ensemble de stratégies était nécessaire. Exemple, cérémonie familiale, oui. Il faut qu'il y ait des cérémonies familiales, puisque l'aîné de la famille doit se marier, doit fonder sa famille. Après le mariage, c'est les baptêmes. Il y a aussi des cérémonies de décès, etc. C'est différentes cérémonies qui sont là, qui nécessitent du financement. Et à chaque cérémonie, on se rend compte que les familles n'avaient pas le nécessaire pour faire face à ces cérémonies. Et même il y avait dans certaines familles du gaspillage lors de ces cérémonies. On a dit, mettons nous ensemble pour développer des conventions de lutte contre le gaspillage pendant ces cérémonies familiales. Ça, c'est un exemple de stratégie pour faire face à la soudure. L'autre stratégie, c'était de dire, attendez, avant qu'il y ait programme soudure, avant qu'il y ait UGPM, cette société du Cayor a existé. Et les gens avaient toujours vécu ensemble, en communauté. Mais comment ils s'y prenaient? On dit, attendez, parce que nos vieux là, ils avaient honte quand quelqu'un quittait le village parce qu'il n'avait plus rien à manger. Donc tout le monde était à l'écoute des difficultés de l'autre. Quand tu es en difficulté, c'est tout le village qui devient en appui. Là, c'était un filet qui existait, mais qui a tendance à disparaître avec l'individualisme qui commence à se créer. Comme j'ai dit, l'individualisme là est arrivé avec le changement des habitudes alimentaires. Donc il fallait maintenant revoir comment restaurer ces filets de solidarité en mettant en place, exemple, un champ collectif dont le résultat peut servir de renflouer les caisses du village, ou en tout cas la banque du village, ou en tout cas le grenier du village. C'est le mot d'ailleurs qui est utilisé, le grenier du village, pour permettre à celui qui est dans des difficultés de donner à manger à sa famille, de permettre à des sages du village, une fois identifiés, de le fournir en céréales, etc. Des gens étaient dans des difficultés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de terre.
Il y a des paysans même sans terre. Comment faire pour que, pendant l'hivernage, ces gens-là puissent cultiver, puissent accéder à des terres? On a discuté au sein du village et rapidement on réglait leur situation. Et c'est en ce moment que la calebasse a été créée? Il n'y a pas encore la calebasse, mais on parlait plutôt de caisses villageoises. Les caisses villageoises. La calebasse est venue avec, quand nous avons cherché à trouver un nom qui allait coller à ce que nous étions en train de construire. Et là, c'est un peu la touche de l'équipe de coordination. Parce que nous, on a continué à mettre caisse au niveau de l'UGPM avec la déformation mutuelle de solidarité qui était plus tard connue par l'État, le ministère des Finances, la DRS, Direction de la Réglementation, qui nous disait que oui, vos mutuelles de solidarité ne sont qu'une forme de caisse villageoise. Et finalement, on a discuté pour voir une touche culturelle dans ça. La calebasse, avec tout ce qu'elle a servi, avec tout ce qu'elle sait servir aussi, nous l'avons utilisé comme un instrument d'expansion, en tout cas, d'un idéal. Ça venait pas de nous, mais ça venait des anciens, des anciennes. On va te dire non, la jeune mariée, quand elle arrive, c'est calebasse. Quand elle va au marché la première fois, c'est calebasse, etc. Donc c'est calebasse sur chaque chose qu'on veut faire évoluer positivement. C'est la tradition. C'est la tradition, voilà, c'est la tradition. Donc la première calebasse a été mise en place. Chez nous, c'est à Ngankal, mais ils avaient déjà trouvé que la mutuelle de solidarité existait. Quand je la définissais, je te disais qu'il y avait un volet solidarité qui était alimenté par des fonds perdus. Donc on leur a dit que la calebasse de solidarité qu'on veut mettre va jouer le même rôle que les mutuelles, mais vous pouvez déjà l'alimenter à partir de la caisse rouge, qui était une caisse de solidarité. C'est moi qui mettais mon argent, mais gratuitement. Je n'espérais pas la reprendre, mais c'était pour celui qui était dans le besoin et qui était du village, qui était membre. Chers auditeurs et internautes, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Café autour de la calebasse. Le thème d'aujourd'hui est mémoire d'un pionnier du programme Soudure Endettement. Notre invité du jour est M. Samba Mbaye, membre fondateur de l'UGPM. M. Mbaye, avait-il des mécanismes traditionnels d'entraide, exemple des greniers, puisque vous l'avez dit, vous l'avez souligné tantôt, la calebasse de solidarité avant de naître, vous étiez dans les actions de lutter contre la soudure. Est-ce qu'il y avait d'autres méthodes ou bien d'autres stratégies que vous meniez? Déjà au niveau de l'UGPM, parce que nous avons organisé, c'était en 1985-86, les chantiers paysans de Méré. Chantiers paysans de Méré, c'était pour nous rendre compte de l'évolution de l'agriculture dans la zone du Cayor, dans la zone de Méré. Alors, on s'est rendu compte que d'agriculture vivrière, on est allé vers l'agriculture de rente. Agriculture vivrière, on était moins dépendant, ou on était en tout cas autonome. Agriculture de rente, on devient dépendant. Donc, c'était une difficulté. Et c'est là où les gens ont dit, attendez, nos anciens là, ils avaient ce qu'ils appelaient des champs collectifs. Et les champs collectifs étaient là pour venir au secours de ceux qui, au sein de leur exploitation, avaient des difficultés de vivre aisément. Quand ils sont en déficit de céréales, par exemple, le village pouvait servir des céréales à partir des résultats du champ collectif. Parce que donc, il y avait ce champ collectif villageois. Et il y avait aussi des champs collectifs familiaux. Tu vois déjà. Donc, cet aspect de champ collectif était un filet social. Mais il y avait également d'autres formes. Exemple, dans l'organisation des cérémonies familiales, on ne venait pas juste pour manger, etc., et on donnait un peu d'argent. On venait avec les produits en nature, du mil, etc. Qu'on peut utiliser dans la lors du baptême. Quand il y a un décès, la famille qui a le décès ne prépare pas à manger. C'est d'autres familles qui préparent pour amener aux anges qui sont là. Ils ne dépensaient rien du tout. Donc ça, c'était des formes d'organisation sociale qui faisaient que c'était plutôt une charge, en tout cas, que tout le monde prenait ensemble. Donc ça, c'était une autre forme de ça. Également, il y a les femmes qui s'organisaient autour de comment faire en sorte que toutes les dépenses-là soient prises en charge par des organisations de femmes. Les hommes, la même chose. Donc vous, au niveau de l'IGPM, vous étiez dans les actions solidaires avant même la naissance de la calebasse? Avant la naissance de la calebasse. Maintenant, la calebasse est venue nous renforcer. Et on a cherché à voir, par exemple, le champ collectif est devenu le grenier de prévoyance soudure. Dans chaque village, on dit, attendez, la période de soudure va arriver. Nous sommes en période de récolte. Comment faire pour prévoir cette période de soudure-là? Le paysan, le chef de famille va te dire, attendez, quand moi je fais mon mil, quand je récolte, je vais garder 2-3 sacs. Parce que si j'ai 2 sacs, 3 sacs de mil, ça me permettra de traverser la période de soudure, etc. Et donc là, ensemble, on garde quelque part dans un magasin toutes ces épargnes individuelles
plus les productions de champs collectifs pour faire face aux besoins de soudure. Vous avez fait près de 20 ans dans le programme, donc il y a sûrement des moments qui vous ont plus marqué dans la lutte, peut-être une histoire ou bien des moments que vous n'oubliez jamais. C'est des anecdotes. Par exemple, quand on faisait les diagnostics, on a eu une animatrice, parce qu'on avait choisi de dire la famille est gérée par le secret. Donc dans nos animations, non seulement les gens travaillent la journée, ils sont plus libres la nuit, mais aussi tu sais délier leur langue la nuit, plus la nuit que le jour. Et il nous est arrivé de demander aux animatrices, animateurs, de faire des entretiens, des enquêtes, des discussions, des échanges la nuit. Une animatrice est venue dans une famille et s'est rendu compte des difficultés que vivait la famille. Déjà, il avait déjà gagé leur terre, ils étaient en difficulté, c'était un homme, une épouse monogame, donc il y avait des difficultés de survie. Et il avait même beaucoup de difficultés. Quand il a expliqué, cette fille-là s'est mise à pleurer et a cherché dans son sac le disponible qu'il y avait en argent pour lui donner. Quand elle a expliqué dans son rapport de retour de Algérie, j'ai dit c'est très bien ce que tu as fait, mais c'est émotif, c'est pas durable. Demain tu seras là-bas, tu n'auras pas d'argent. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer encore. Pleurer encore. Donc ça c'est des faits qui te marquent. Mais c'est pour dire que là on cherchait à développer, comme on dit, la dynamique jeune. Au sein de l'IGPM, on se disait, mettons des jeunes du village, parce que l'observation a montré que parmi les 10 jeunes qui allaient à l'université, généralement les 7 nous revenaient. Parce que ce n'était pas évident de faire l'université, soit à Dakar ou à Saint-Louis. On n'avait pas beaucoup d'argent, on était dans des familles qui n'avaient pas tout, c'était difficile. Certains ont la chance de rejoindre l'éducation nationale, etc. D'autres n'ont pas cette chance. Ils sont revenus au terroir avec un certain bagage. Comment les utiliser? Et là c'était donc une approche dynamique jeune qui permettait de recruter des jeunes, les former avec les besoins du programme pour en faire des animateurs, plus tard des équipes techniques. Et si on parlait de l'endettement rural, d'après vous, pourquoi les familles rurales s'endettent-elles? Oui, c'est pour les besoins familiaux. Le plus grand segment du budget, c'est la nourriture. Nous, on a déroulé un programme d'appui aux exploitations familiales et de financement. Et on s'est rendu compte que quand tu fais la part des choses, 70% du revenu familial va à l'alimentation, la nourriture. Il va rester juste 30% pour prendre les besoins en santé, les besoins en éducation, les besoins en habillement, les besoins en entretien de la famille, etc. C'est pas évident. Mais qu'est-ce qui a amené les 70% pour l'alimentation? Le changement d'habitude alimentaire. En fait, nous avions toujours un grenier familial à partir duquel on faisait notre bouillie de mil. La journée, on mangeait le lard. La nuit, c'est le couscous. Il nous arrivait de manger du riz, mais de temps à autre. On ne cherche pas à dépendre le matin, quand tu vas à l'école, on te fait ton bol de couscous, très au chaud, tu manges, tu es bien et tu vas à l'école. Maintenant, quand les habitudes alimentaires ont changé, c'est le riz à midi, c'est le café le matin et du pain blé, c'est du sucre, etc. C'est beaucoup d'autres choses. La nuit, c'est du riz encore ou en tout cas autre chose. Il faut de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est là où on est sorti de vivrier à rente. Rente dit, cette année tu as besoin de 500 000. L'année prochaine, assure-toi que tu auras besoin de 1 million de francs. L'année suivante, tu auras besoin de 1,5 million. La famille grandit. Les besoins augmentent. Et les surfaces de terre là, disponibles pour la famille, n'augmentent pas. C'est un cercle vicieux qui est là, qu'on a entretenu pendant longtemps. Et les habitudes alimentaires ont changé parce que autant les gens vivaient de l'agriculture et maintenant ils dépendent de l'argent pour acheter à vivre. Et maintenant, quels sont les dangers de l'endettement? Danger de l'endettement, c'est que bien les conséquences. Les conséquences, oui. C'est la dépendance, c'est la forte dépendance d'abord des usuriers. Parce que dans le programme, on a mis, quand nous sommes rendus compte que l'endettement était fait auprès d'usuriers. Les usuriers, c'est des gens qui ont eu la chance d'être nantis dans le milieu et qui donnaient des prêts avec intérêt. Et là, on disait que l'usurier mettait le producteur dans le trou et continuait à lui creuser ce trou jusqu'à ce que ce même producteur lui gage sa terre, lui gage son cheval, son matériel agricole. Donc, dans le programme sur l'endettement, il fallait mettre un objectif en éliminant la soudure, de lutter contre les usuriers. Et l'existence de ces greniers de prévoyance soudure là mis en place avec le programme
était un outil, un instrument de lutte contre les usuriers. Baptême, pendant la soudure, au lieu d'aller voir l'usurier, je viens voir la calebasse. Et en quoi la calebasse est-elle à éviter ou à gérer cet endettement? La calebasse, parce qu'elle t'évite de t'endetter. Quand elle vient de naître, elle n'a pas beaucoup d'argent. Il n'y a que les AVA, les apports volontaires anonymes. Au fur et à mesure que la calebasse marchait, fonctionnait et que ça s'alimentait avec les AVA, on a dit attendez, autour de la calebasse, il y a des membres. Les membres ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui les fait vivre? Il faut manger. Ça prend trop de place. Comment faire pour diminuer la dépense en nourriture? On dit, on ne peut pas diminuer ce qu'on consomme. Mais essayons de faire fluctuer les prix en notre faveur, en disant achetons groupé. Combien de volume le village a besoin en riz, en mil, etc. Comment nous organiser pour acheter groupé? On dit utilisons la calebasse. Les achats groupés. Achats groupés. Aujourd'hui, tu verras, même pour le charbon de bois, là, tu verras des femmes commandent un camion de sacs de charbon, ils mettent à Mekhe et tout le monde vient prendre son sac. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aujourd'hui tout ce que dit l'État sur l'économie sociale et solidaire. C'est d'abord de proximité, mais ensuite, c'est vraiment circulaire. Merci, M. Mbaye. À part la calebasse solidarité, est-ce qu'il y a d'autres solutions mises en place dans le programme de lutte contre la soudure et l'endettement? Alors, pour être court, là, on peut dire que toutes les alternatives ou solutions développées pour renforcer la calebasse, parce que la calebasse, ce n'est pas simplement l'argent, c'est aussi les rencontres. C'est devenu une organisation à travers laquelle il y a des discussions, des échanges pour prendre en charge les préoccupations. Suppose d'échanger sur quelles sont les problématiques majeures, quelles sont leurs causes, comment faire pour faire disparaître les causes, quelles sont donc les alternatives à poser. Et là, on a eu beaucoup autour de la calebasse. Exemple, je viens de parler d'achat groupé. Il y a également des éléments que nous avons appelés agriculture écologique, les pratiques écologiques de l'agriculture, la gestion durable de l'environnement. On a aussi beaucoup parlé de commerce équitable. Comment faire pour que nous vendons en mettant peu de profit, en mettant pas le profit au devant, etc. Donc c'est beaucoup d'autres choses. En travaillant sur les semences paysannes, etc. C'est beaucoup d'autres alternatives. Maintenant, l'idée c'est de dire, la calebasse est là, c'est une organisation sociale qui a telle vocation, qui est ainsi alimentée, qui a tel service à donner. Mais chaque alternative qui vient renforcer cette calebasse est prenue. Tout dépend maintenant du contexte du village, en tout cas de la zone dans laquelle on intervient. Mais n'oublions pas que nous sommes des équipes techniques, nous ne sommes pas de la localité, nous venons avec notre savoir-faire en animation rurale. On ne fait que conduire les discussions.